Il est 12h30 ici à Paris. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, en Allemagne, à la fin de l'ère Merkel, élu par le Bundestag, le social-démocrate Olaf Scholz devient le nouveau chancelier allemand. Il a prêté serment tout à l'heure devant les députés et prend ainsi la tête d'un gouvernement issu d'une coalition inédite formée par le SPD, les Verts et les libéraux. Coalition qui devra faire face à de nombreux défis, notamment la gestion de la pandémie de Covid-19. On en parlera avec Bruno Darou en plateau. La pandémie et ses nouvelles rassurantes sur le nouveau variant Omicron. Il ne semble pas plus contagieux que Delta et les vaccins sont a priori efficaces. C'est en tout cas ce qu'affirment des experts de l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, les fans de manga l'attendaient. Le 100e tome de la saga One Piece sort ce mercredi dans l'Hexagone avec un tirage record, plus de 250 000 exemplaires en librairie. Angela Merkel quitte donc ses fonctions après 16 ans au pouvoir en Allemagne. Le social-démocrate Olaf Scholz lui succède. Il a été élu, je vous le disais, ce matin par les députés du Bundestag avec 395 voix. Puis, vous le voyez, il a prêté serment devant les députés. Olaf Scholz qui devient ainsi le 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Son portrait est signé Florent Rodeau. La politique, Olaf Scholz s'y intéresse dès sa jeunesse. Il rejoint le Parti social-démocrate alors qu'il est encore adolescent. Au départ, il s'identifie plus aux membres de l'aile gauche du parti, mais très vite, il préfère s'engager avec les centristes du SPD. Après une carrière d'avocat spécialisé dans les questions relatives au travail, Olaf Scholz est élu au Bundestag en 1998. Il a alors 40 ans. La même année, il épouse Britta Ernst, elle aussi engagée au SPD. Entre 2002 et 2004, il est secrétaire général du Parti social-démocrate. La presse le compare alors souvent à un robot, lui qui défend bec et ongles les réformes impopulaires de son idole, le chancelier Gerhard Schröder. Olaf Scholz devient 3 ans plus tard ministre du Travail dans le premier gouvernement de coalition d'Angela Merkel. En 2011, il est élu maire d'Hambourg, un poste qu'il occupe pendant 7 ans avant d'être nommé ministre des Finances et vice-chancelier. Bien qu'il soit membre d'un autre parti que celui de la chancelière Merkel, durant sa campagne, il a tenté de se présenter comme un candidat de la continuité, adoptant même le célèbre geste de la main de la chancelière sur cette couverture d'un magazine allemand. En tant que leader du SPD depuis près d'une décennie, il a acquis la réputation d'homme méticuleux, sûr de lui et ambitieux, mais il n'est pas connu pour être charismatique. La presse étrangère l'a même élu politicien le plus ennuyeux du monde. Cet homme de 63 ans a lui-même admis qu'il n'était pas particulièrement émotif en politique. Son atout, selon lui, être un homme d'action qui apportera de la stabilité et un leadership solide dans cette Allemagne post-Merkel. Bruno Darou, bonjour, on continue à en parler avec vous. Les défis pour le nouveau gouvernement qui va entrer en fonction, un gouvernement très hétéroclite, sont extrêmement nombreux. Oui, alors d'abord, il y a le défi évidemment concernant la pandémie de Covid-19. On sait que l'Allemagne est confrontée à une 4e vague du coronavirus particulièrement virulente dans le pays. Sans doute parce qu'il n'y a pas suffisamment d'Allemands qui ont été vaccinés. Alors, dans ce domaine, la nouvelle coalition se prononce pour une vaccination obligatoire. En tout cas, c'est une loi qui va être débattue au Bundestag dans les prochaines semaines pour peut-être, si c'est adopté, une vaccination obligatoire au mois de février. C'est un cas un peu à part en Europe. Il n'y a que l'Autriche qui a d'ores et déjà décidé de mettre en œuvre la vaccination obligatoire à partir du mois de février. Donc, si l'Allemagne fait ça aussi, évidemment, ce sera quelque chose de très important. À noter d'ailleurs que l'ONU vient de dire que la vaccination forcée n'était pas acceptable. Donc en tout cas, ça promet des débats. Ça, c'est vraiment l'urgence pour la nouvelle coalition, cette urgence sanitaire. Après, il y a le programme, évidemment, à dérouler, qui est un programme donc plus à gauche, évidemment, que le programme que mettait en œuvre Angela Merkel, forcément, puisqu'il y a les sociodémocrates, les Verts, mais il y a aussi les libéraux qui, eux, insistent sur la rigueur
mesures budgétaires. Bon, il y a des mesures sociales comme l'augmentation du salaire minimum horaire, la construction de nouveaux logements, évidemment la question climatique, ça c'est la touche des Verts évidemment, avec une sortie accélérée du charbon, la mise en place de panneaux solaires, le développement très 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 fort des voitures électriques. Voilà, c'est tout un ensemble de défis que cette coalition, qui a donc négocié pendant 2 mois et demi, devra maintenant mettre en œuvre. Alors, il y a eu pas mal de réactions déjà à l'international après cette élection d'Olaf Scholz. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dit se réjouir de travailler avec lui pour une Europe plus forte. Xi Jinping, le président chinois, appelle lui à un nouveau niveau de relation avec l'Allemagne. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi doit-on s'attendre de cette nouvelle politique extérieure allemande? Alors écoutez, en politique extérieure, proprement dite, on va dire que c'est quand même le changement dans la continuité, c'est-à-dire que les relations particulières, complexes également avec la Russie vont se poursuivre. On sait que les deux pays ont, depuis notamment les années 90, depuis la réunification allemande, des relations très fortes, puisque l'URSS à l'époque avait laissé se faire finalement cette réunification. Ils ont des liens économiques très forts. On peut penser au fameux oléoduc Nord Stream 2 qui vient juste d'être avalisé. Donc sans doute continuité avec la Russie, d'où un commentaire plutôt positif évidemment du Kremlin. La réaction de la Chine, c'est intéressant aussi parce que pour les Chinois, en fait, l'Allemagne, c'est tout simplement le pays le plus important en Europe, l'économie la plus importante. Donc en fait, quand Xi Jinping dit un nouveau niveau de relations, ça veut dire qu'il compte sans doute continuer à développer ses relations économiques. Et ce poids économique important de l'Allemagne permet d'ailleurs à Berlin parfois de dire des choses à Pékin que d'autres pays, on peut penser notamment à la France, qui sont dans une situation un peu moins favorable, ne peuvent pas tenir. Mais globalement, ce sera la continuité. Et puis en revanche, il y a un accent qui est mis sur la politique européenne, le développement d'une Europe plus intégrée. Le programme de gouvernement parle d'une Europe souveraine. Donc là, évidemment, il faudra voir comment ça se traduit concrètement, mais bien sûr, c'est très bien accueilli à Paris. La présidence française de l'Union européenne va être occupée par la France à partir du 1er janvier et pour 6 mois. Et Emmanuel Macron compte pousser évidemment cette Europe plus souveraine vers davantage de fédéralisme. Il faudra voir encore une fois comment ça se traduit concrètement, mais disons que la première visite à l'étranger du nouveau chancelier Olaf Scholz, ce sera vendredi et ce sera évidemment à Paris. Tradition respectée, et tout ça commence plutôt dans une bonne ambiance entre Paris et Berlin. Alors là, Bruno, on voit toujours des images en direct. Le nouveau gouvernement allemand qui est actuellement au château de Bellevue en présence du président Frank-Walter Steinmeier. Oui, ça c'est un peu le régime parlementaire à l'allemande. On n'a pas l'habitude de ça en France. En fait, le président Steinmeier, il a une fonction essentiellement honorifique. C'est un social-démocrate comme Olaf Scholz, et là, il est en train de recevoir en fait la présentation de chacun des 16 ministres du gouvernement qui viennent donc se présenter à lui, donc dans une tradition très, très parlementaire. Mais ce nouveau gouvernement donc est en place et va pouvoir commencer à travailler dès aujourd'hui, puisqu'il y a un premier conseil des ministres qui est prévu en fin d'après-midi. Et puis à 15h heure de Paris, ce sera la passation de pouvoir avec Angela Merkel, bien sûr qu'on suivra en direct sur France 24. Voilà, vous pouvez retrouver sur notre site internet un web documentaire qui revient sur ces 16 années d'Angela Merkel à la tête de l'Allemagne. Il est signé Sebastian Seibt. Voilà pour cette large page consacrée à ce nouveau gouvernement allemand qui entre en fonction aujourd'hui. En bref, à présent, dans l'actualité internationale, Jean-Yves Le Drian, ce mercredi en Algérie, un déplacement pour relancer la relation franco-algérienne, dit-on au Quai d'Orsay. C'est le premier déplacement du chef de la diplomatie française à Alger depuis le début de la brouille entre les deux pays, il y a près de 2 mois. À 13h30, nous serons avec Faisal Metaoui depuis Alger. Toujours en bref, l'arrestation hier à l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle d'un ressortissant saoudien. Il est suspecté d'avoir participé à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. C'était en 2018. Ce que dément Riyad, qui réclame sa libération. Des vérifications sur l'identité de cet homme sont toujours en cours.
Et puis sur le front à présent de la pandémie de Covid-19, de premières nouvelles plutôt rassurantes sur le nouveau variant Omicron. Il ne semble pas plus dangereux que Delta et les vaccins seraient a priori efficaces. C'est en tout cas ce qu'affirment les experts de l'Organisation mondiale de la santé. Écoutez le responsable des urgences de l'OMS. Je m'attends très franchement à ce que les vaccins dont nous disposons actuellement soient efficaces contre les maladies graves et les hospitalisations. C'est ce que nous devons mesurer et confirmer. Et nous devons également confirmer s'il y a une interruption de cette protection. Mais je m'attends à avoir une certaine protection. Et c'est pour cela que la vaccination est si importante. C'est la meilleure arme dont nous disposons actuellement. Et enfin, le 100e tome de One Piece sort ce mercredi en France avec plus de 250 000 exemplaires en librairie. C'est le plus gros lancement dans le manga dans l'Hexagone, un tirage qui équivaut à un Goncourt. C'est un reportage signé Renaud Lefort. One Piece, si vous n'en avez jamais entendu parler, vous n'habitez pas la planète manga. One Piece, comme le nom d'un trésor recherché par un pirate un peu loufoque, Luffy, mais c'est encore les vrais fans qui en parlent le mieux. C'est un pirate et il doit faire un peu former son équipage, tout ça pour devenir le roi des pirates. L'équipage qui s'est constitué, on sent vraiment l'amitié au fil des tomes, des arcs. I really like the characters and I like the story a lot because it's still going and it keeps going and I think that's really fun. Ce que j'aime dans le message délivré par l'auteur, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de gentils ou de méchants. C'est seulement des personnages qui poursuivent leurs rêves. Un rêve de dessinateur, celui du génial japonais Eiichiro Oda. Son shonen, catégorie de manga destinée aux jeunes garçons adolescents, date de 1997. Et c'est tout simplement le manga le plus vendu de l'histoire, avec près de 500 millions d'exemplaires. Mais la passion est aussi française. Depuis 2011, 26 millions d'exemplaires vendus. Cette semaine, dans les librairies, sort le 100e tome, très attendu. Faut savoir que dans l'univers de One Piece, on va dire, il y a un titre qui s'appelle Les Empereurs, qui sont, on va dire, les pirates les plus forts. Et là, il s'avère que Luffy et son équipage n'affrontent pas, non pas un empereur, mais 2 empereurs. Et surtout, du coup, ce qu'on constate avec ce tome 100, c'est qu'on est vraiment à un climax de la confrontation et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Donc, du coup, on n'a qu'une envie, c'est justement de savoir comment est-ce que ça va progresser. Si les Français sont aussi fans, c'est qu'au-delà du divertissement, ce bijou littéraire offre plusieurs niveaux de lecture. Et dans ces ambiances extrêmement variées, on va voir aussi justement le monde gagner en profondeur avec des luttes de pouvoir par rapport notamment à la marine, par rapport à certains pirates, par rapport aux corsaires, et aussi avec des problématiques qu'on peut effectivement considérer comme politiques, comme justement l'exploitation humaine, l'esclavage, la colonisation, l'industrialisation. Donc ils sont tout autant des thèmes dont on peut prendre conscience lorsqu'on lit le manga. Si vous n'êtes pas encore rassasié après la lecture de ce manga fleuve, un film sortira en 2022 et en attendant, vous pouvez toujours revoir les 1000 épisodes du dessin animé. Une chose est sûre, Luffy n'est pas encore un pirate à la retraite. Vous êtes prêts ? Moi qui dis Luffy, je serai le roi des pirates ! Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité si vous nous rejoignez. En Allemagne, la fin de l'ère Merkel, élu par le Bundestag ce matin, le social-démocrate Olaf Scholz devient le nouveau chancelier. Il a ensuite prêté serment, vous le voyez, devant les députés allemands. Le nouveau gouvernement est actuellement reçu par le président Frank-Walter Steinmeier. Il prend la tête d'un gouvernement, Olaf Scholz, issu d'une coalition inédite formée par le SPD, les Verts et les libéraux. En France, un ressortissant saoudien arrêté hier à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018. Riyad estime que c'est une erreur et exige sa libération. Et enfin, les fans de manga l'attendaient. Le 100e tome de la saga One Piece sort ce mercredi dans l'Hexagone avec un tirage record, plus de 250 000 exemplaires en librairie.